Bonjour à tous, donc Lydia Guité, moi je suis professeure de santé publique à Caen et avec ma collègue Vanessa Laguette, on va parler des enjeux sociétaux du dépistage du cancer de la prostate. Les chiffres de l'épidémiologie du cancer de prostate, on en a un peu parlé ce matin, donc du coup vous connaissez un peu la situation. 60 000 nouveaux cas de cancer de prostate chaque année en France, à un âge médian de 64 ans, on peut rappeler l'âge, c'est un âge jeune. Et un nombre de décès chaque année, 9 000 décès environ, à un âge plus avancé, 83 ans, ce qui traduit le fait que c'est un cancer avec un taux de survie à 5 ans qui est très élevé, on l'a vu. Cette première place du cancer en termes d'incidence s'explique en partie par le surdiagnostic, on commence à en avoir un peu parlé depuis ce matin. Donc voilà, il faut se souvenir qu'il y a un certain nombre de cancers de prostate, et on va y revenir, qui correspondent encore à des situations de surdiagnostic. Pour se comparer, voilà, le cancer du sein, 60 000 cas également, mais 12 500 décès. Et le cancer colorectal, un nombre de décès à peu près identique à celui du cancer de la prostate, pour un nombre de nouveaux cas chaque année qui est beaucoup plus faible, qui traduit l'agressivité de ce cancer, qui pourtant donc, a un dépistage efficace, y compris sur la réduction de l'incidence. Les données épidémiologiques, on a des données en Europe d'évolution de l'incidence et de la mortalité par cancer. Donc vous avez ici des données de différents pays depuis 1980 jusqu'à 2015, enfin 2018, c'est dans cette série. Donc ce qu'on constate d'abord en rouge, c'est l'évolution de la mortalité par cancer de prostate. Les courbes en gras correspondent aux courbes de la France, qui sont superposées sur cette figure. Donc, vous voyez que dans la plupart des pays, il y a une évolution vers la diminution du taux de mortalité par cancer de prostate, en France comme dans d'autres pays. Et quand on regarde l'évolution de l'incidence du cancer de prostate, par contre, il y a eu une hétérogénéité très importante de l'évolution de ce taux d'incidence du cancer de prostate. Une évolution dont on sait qu'elle est parallèle à la diffusion des dosages par PSA dans ces différents pays. Et vous voyez la France qui a eu un triplement de son nombre de cancers de prostate entre les années 90 et les années 2005, qui montre l'ampleur du dépistage et du surdiagnostic. Alors je vais rappeler simplement en termes sociétal les enjeux de ce dépistage et comment on peut les mettre en évidence. Donc ce schéma reprend les travaux de Welch sur le dépistage des cancers et permet de rappeler le cadre théorique du dépistage des cancers. Donc ça reprend en fait l'évolution d'un cancer depuis sa naissance jusqu'à son augmentation de taille, qui va conduire petit à petit à occasionner des symptômes et donc un diagnostic, et peut-être un peu plus tard à atteindre une taille susceptible d'entraîner le décès par cancer. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est l'hétérogénéité des profils d'évolution des tumeurs. C'est vrai pour beaucoup de tumeurs, c'est très important pour le cancer de prostate, on l'a vu. Et ce schéma nous rappelle que, bien sûr, tous les patients ne vont pas décéder d'un cancer de prostate. Si on prend ici les exemples, les deux courbes rouges correspondent à des patients qui décéderaient du cancer. La courbe bleue correspond à un patient qui a bien un diagnostic de cancer, mais qui va décéder d'une autre cause. Également, tous les patients qui ont un cancer ne vont peut-être pas recevoir un diagnostic de cancer. Et ce matin, le professeur Hamdi nous a parlé de ce passeport cancer, on en reparlera peut-être. Donc, vous avez ici un certain nombre de courbes en gris qui correspondent à des patients qui n'auront jamais de leur vie le diagnostic de cancer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on introduit un dépistage qu'on va répéter dans le temps, classiquement, on va faire plusieurs cycles de dépistage? Eh bien, on va permettre de détecter le cancer plus précocement et c'est là qu'on attend un bénéfice en termes notamment de mortalité. Le premier cas nous rappelle que quel que soit le test de dépistage, quel que soit le cancer, il y aura toujours des patients pour lesquels malheureusement le dépistage ne permettra jamais un gain en mortalité. Il y a des cancers extrêmement agressifs qui évoluent vite et que donc on aura beau les dépister même tous les jours, on n'arrivera pas à éviter ce décès-là. Deuxième cas de figure, il y a des cancers et c'est là que va se concentrer le bénéfice pour lequel il y a effectivement un gain de mortalité potentiel. En détectant ce cancer plus tôt grâce au dépistage, on va pouvoir proposer un traitement qui va être plus efficace et donc modifier l'évolution naturelle de ce patient qui va décéder plus tard et d'une autre cause de ce cancer. Et là, on a vraiment un décès par cancer évité grâce au dépistage. Le troisième cas de figure correspond à un patient qui aurait bien eu un diagnostic de cancer, il aurait eu un traitement de son cancer, mais il ne serait pas décédé du cancer. Et là, le dépistage va conduire à avancer son diagnostic dans le temps, donc il va avoir une durée de vie avec son cancer plus importante.
Et il peut y avoir un cancer détecté à un stade plus précoce, qui fait que même si on n'évitera pas de décès, puisque le patient ne serait de toute façon pas décédé de son cancer, il peut avoir malgré tout des traitements éventuellement moins invasifs, qui peut avoir un bénéfice pour lui. Dernier cas de figure, et c'est celui qui nous pose problème en fait au niveau individuel et au niveau collectif aussi, c'est la situation du patient qui n'aurait jamais eu de cancer de sa vie et à qui le dépistage va conduire à détecter ce cancer alors qu'on ne l'aurait jamais trouvé. Il va être surdiagnostiqué et éventuellement surtraité. Et donc ce patient va, lui, avoir ce diagnostic, éventuellement ce traitement, et donc n'aurait, en l'absence de dépistage, jamais eu ce diagnostic. Et puis, dans les inconvénients du dépistage, quel que soit le dépistage, on a des faux positifs et des faux négatifs. C'est de toute façon jamais des tests parfaits, surtout quand on fixe des seuils de décision. On peut toujours trouver des cas où le dépistage n'a pas conduit à la détection. Les résultats des essais historiques, on en a un petit peu parlé déjà depuis le début de ce séminaire. Il y a une méta-analyse qui a été faite il y a quelques années qui évaluait le bénéfice attendu pour 1000 hommes dépistés pendant 10 ans, avec un bénéfice, et on en a encore reparlé juste avant, de 1 décès évité par cancer de prostate au prix d'effets secondaires liés au traitement, qui était estimé dans cette méta-analyse à 3 cas d'incontinence urinaire et 25 cas de dysfonction érectile supplémentaires, donc des effets délétères et des complications qui ont conduit effectivement les autorités de santé, dont la HAS en 2010 a adopté des recommandations contre le dépistage organisé pour des bénéfices qui étaient jugés incertains en regard d'effets délétères avérés. Donc c'est la conclusion qui a été prise dans la plupart des pays. Et puis ces bénéfices incertains ou selon les points de vue démontrés, ont conduit au contraire les sociétés d'urologie à recommander un dépistage individuel. Donc le paradigme aujourd'hui, vous le connaissez, hein, c'est celui d'un dépistage individuel dans le cadre d'une décision partagée basée sur une information éclairée des patients. Et ce paradigme de dépistage individuel, qui est celui qui est repris par la très grande majorité des pays, on en a parlé aussi, hein, quasiment tous les pays ont pris des recommandations contre le dépistage organisé, eh bien, ne s'est pas traduit par la suppression des dépistages par PSA. Il y a beaucoup de tests PSA qui sont effectués, pas forcément sur les tranches d'âge qui sont a priori les plus performantes, pas forcément sur le rythme qui serait le plus intéressant pour les patients. Donc finalement, des pratiques un peu anarchiques, on va dire, qui posent la question de l'efficacité, de l'efficience, mais aussi de la sécurité du dépistage individuel tel qu'il est proposé actuellement. Et effectivement, je vais tout de suite faire apparaître, le risque d'un dépistage individuel peu cadré, on peut dire, c'est celui qui soit piloté finalement par la tolérance au risque de chacun, aversion au risque ou tolérance à l'incertitude, éventuellement ne pas savoir si on a un cancer, ne pas savoir si son cancer va évoluer, ne pas savoir peut-être si ce cancer nécessitera un traitement demain. C'est une tolérance individuelle qui peut jouer de l'ensemble des acteurs qui vont intervenir dans le champ du dépistage, que ce soit l'usager en population générale, le patient qui a un cancer de prostate, qui a son expérience, le médecin généraliste qui peut se retrouver à prescrire des PSA effectivement ou à proposer un dépistage, et l'urologue qui lui prend en bout de chaîne soit le patient qui a eu des PSA qui se sont avérés positifs, ou alors des patients pour lesquels on a effectivement des symptômes de cancer de la prostate et des cancers éventuellement avancés. Cette tolérance au risque, elle va dépendre des acteurs, mais elle dépend aussi du risque qu'on considère. Par exemple, un cancer avancé qui survient chez quelqu'un qui n'a pas bénéficié d'un dépistage, on va avoir tendance à considérer que cette personne, si on lui avait proposé un dépistage, on aurait évité son cancer avancé, éventuellement on aurait évité son décès. Or, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas systématique, hein, on n'arrive pas même avec le dépistage à éviter tous les décès, mais c'est la façon dont on va percevoir ce risque. A l'inverse, pour ce qui est des effets secondaires des traitements, quels que soient les effets secondaires, des effets urinaires ou des effets sur les fonctions sexuelles, on va au contraire avoir tendance à considérer qu'il y a ces effets délétères, mais il y a eu un bénéfice derrière. Donc, par exemple, un homme qui aurait un cancer de prostate localisé, qui aura eu une prostatectomie et qui va souffrir des effets délétères, on va considérer que cette prostatectomie lui a rendu service et on sait que peut-être ce cancer n'aurait pas évolué. Mais voilà, le risque qui va dominer, c'était la peur de le voir évoluer.
Et donc finalement, le risque qui est le plus difficile à percevoir, c'est celui du surdiagnostic et de ses conséquences. On en a un peu parlé ce matin, comment est-ce qu'on les mesure, sur quels critères. Le risque de tout ça, c'est une tentation du risque zéro face au cancer, c'est élargir les tranches d'âge beaucoup, dépister tôt, dépister tard aussi, parce que un patient peut encore peut-être bénéficier de ce dépistage au-delà de 70, 75 ans, etc. Ça peut être de réduire aussi le seuil de positivité, parce qu'une fois qu'on a fixé une règle, on sait toujours que celui qui était juste en dessous, finalement, il a évolué quand même. Donc si on avait baissé, peut-être qu'on l'aurait évité aussi. Éventuellement, raccourcir l'intervalle entre deux tests. Donc cette tentation qu'on peut avoir, on sait que les bénéfices sont marginaux quand on intensifie beaucoup le dépistage, avec des effets délétères qui peuvent être importants. Donc il y a cette balance bénéfice-risque, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui est importante à considérer. Alors, faut-il changer de paradigme? C'est une question qu'on peut se poser, une question de société aujourd'hui. Le cadre des recommandations de 2010, celle de la Haute Autorité de Santé, c'était finalement de se positionner entre pas de dépistage par les PSA versus un dépistage organisé avec les PSA. À l'époque, le standard of care, le contrôle qu'on pensait être le contrôle de la situation de base, c'était l'absence de dépistage. Et la Haute Autorité de Santé, elle s'est positionnée là-dessus. Dépistage organisé. Un dépistage organisé, c'est forcément des patients asymptomatiques parce que c'est le cadre conceptuel du dépistage. Je ne suis pas sûre qu'elle se soit positionnée sur le patient symptomatique en filigrane, mais elle s'est positionnée là-dessus. Et donc, elle a retenu l'absence de dépistage organisé qui, effectivement, a conduit à changer de paradigme avec un dépistage individuel basé sur une décision partagée après une information des patients. Aujourd'hui, on en a parlé ce matin, je crois que c'est Olivier Cusneau qui l'a évoqué, l'Europe s'est positionnée sur le sujet et a dit qu'il était peut-être temps, au regard de l'évolution des techniques, mais aussi de l'évolution des pratiques de dépistage individuel et du surdiagnostic, je vous rappelle les courbes d'incidence qu'on a vues tout à l'heure dans les différents pays européens, de tester la faisabilité, l'efficacité en conditions réelles d'un dépistage organisé par PSA, mais qui prendrait en compte le risque de surdiagnostic. On a parlé un peu juste avant, comment est-ce qu'on peut réduire le risque de surdiagnostic et de surtraitement. Puis d'autres auteurs qui ont aussi évoqué le troisième choix possible, celui de dire on arrête le dépistage. Alors, on est là pour parler de dépistage, donc je pense que voilà, on a une position un peu en faveur d'un cadrage, mais voilà, ça a été évoqué quand même. Alors, comment est-ce qu'on peut proposer de nouveaux algorithmes de dépistage pour réduire le risque de surdiagnostic, le surtraitement, tout ça bien sûr, sans affecter les effets bénéfiques potentiels de ce dépistage sur la mortalité ou sur les formes avancées. Parce que s'il n'y a pas de bénéfice, de toute façon, il ne faut pas dépister. D'accord ? Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, plusieurs stratégies possibles. Je vous ai montré cet algorithme, ce n'est pas une prise d'opposition, hein, c'est juste pour illustrer mes propos. Qui permet éventuellement, en fonction de la valeur du PSA, d'élargir l'intervalle entre deux tests, de passer à 5 ans peut-être chez le patient de moins de 60 ans, voire d'arrêter plus tôt le dépistage par PSA si la valeur de PSA obtenue est très faible lors de ce test. Deuxième élément, c'est celui de modifier la séquence diagnostique qui suit un PSA élevé au-dessus du seuil et proposer dans certains cas de ne pas aller jusqu'à la biopsie systématique ou éventuellement biopsie ciblée. Donc cet algorithme ici propose plusieurs étapes. L'étape de faire une IRM de prostate avant de décider éventuellement du biopsie. Monsieur Baboudji en a parlé juste avant. Propose aussi éventuellement de ne pas faire d'IRM suite à un PSA positif. Ce seraient deux stratégies en tout cas qui permettent pour le coup de réduire le surdiagnostic. C'est des patients à qui on ne dira pas vous avez un cancer de prostate. On leur dira peut-être on va vous surveiller, mais ils n'auront pas ce diagnostic. Donc là, on réduit le surdiagnostic. Et puis la surveillance active, ça fait longtemps qu'on connaît quand même. On sait que ça vise à réduire le surtraitement. Pas le surdiagnostic, mais le surtraitement. D'accord ? Donc il y a des algorithmes qui sont proposés. Vous voyez aussi que sur ce schéma, il reste encore pas mal de choses à fixer. Hein. On voit bien un peu les différentes étapes, mais si on devait vraiment définir précisément toutes les règles de décision, on voit qu'il manque des choses. Donc des choses à préciser certainement. Alors, ça impliquera plusieurs choix de la part des patients, soit directement, soit implicites, parce que le choix de participer va entraîner derrière des décisions, des résultats possibles du dépistage. Donc, ça va être participer ou pas, faire le test de dépistage ou pas.
Deuxième chose, si le test est positif, bien, jusqu'où on va dans la démarche diagnostique, dans l'exploration de ce test de PSA positif? Est-ce qu'éventuellement on accepte de ne pas faire de bilan diagnostique, de rester quelque part dans une incertitude vis-à-vis de ce diagnostic de cancer de prostate qui reste possible? Si le patient est éligible à la surveillance active, eh bien, il y aura de nouveau un choix à faire. Est-ce qu'on accepte la surveillance active ou est-ce qu'on demande un traitement pour lever l'incertitude face au risque d'évolution du cancer? Et pour la surveillance active, bien sûr, c'est des rythmes de surveillance itératifs. Donc cette question va se reposer à chaque bilan, de savoir si on fait le bilan ou on ne le fait pas, et si en fonction du bilan, est-ce que si le cancer est toujours éligible, est-ce qu'on reste en surveillance active ou est-ce qu'on demande un traitement curatif? Donc plusieurs choix qui vont découler du premier, qui est participer ou ne pas participer. Ce nouveau type d'algorithme pose la question de l'évolution de la balance bénéfice-risque. Dès lors qu'on change quelque chose dans la stratégie, on peut venir perturber cette balance bénéfice-risque, donc il faut l'avoir en tête. Modifier les stratégies diagnostiques, ça va changer leur performance, les conséquences éventuelles à la fois sur le diagnostic et le surdiagnostic, mais aussi peut-être sur les complications inhérentes aux techniques. Donc je passe très rapidement. Deuxième chose, ces stratégies de diminution du surdiagnostic ou du traitement, sont-elles acceptables par les patients à court terme, à moyen terme, à long terme? Quel effet sur la qualité de vie, sur l'anxiété? Donc on a des éléments de réponse, mais ça peut aussi dépendre des cultures, dépendre du pays, dépendre du contexte, dépendre des interactions sociales, etc. Et quel effet, in fine, sur l'efficacité du dépistage? Ça nécessite en tout cas de se poser cette question. Une fois qu'on aurait décidé de règles de décision sur le seuil, le rythme, les algorithmes à utiliser, etc., eh bien, il faudra se poser la question de savoir quel est l'impact sur l'offre de soins. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de proposer aux patients ces différentes étapes de la procédure de dépistage de façon correcte, accessible sur tout le territoire? Est-ce qu'il y aura des inégalités sociales aussi dans la proposition de ces différents examens, dans la façon dont on amène le patient à décider, etc. Se posera la question également de l'adaptation au niveau de risque du patient. Là, on imagine le patient à risque moyen, mais on en a un peu parlé. Peut-être qu'il y aura des patients à haut risque auxquels on pourrait proposer des stratégies un peu différentes. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour proposer ça? Et bien sûr, quelle méthode pour l'évaluation? On aura peut-être l'occasion d'en parler lors de la table ronde cet après-midi. Voilà, l'expérience des essais randomisés du début des années 2000, nous pose question quand même sur savoir ce qu'on est capable d'évaluer aujourd'hui avec ces méthodes-là. Pour ce qui est donc de ces stratégies pour réduire le surdiagnostic ou le surtraitement, c'est fondamental de se poser les questions des déterminants cliniques et non cliniques en France, de la réalisation du dépistage, des modalités éventuelles de suivi des PSA positifs, des stratégies diagnostiques qui sont proposées derrière, de l'entrée en surveillance active, si le patient est éligible, quels sont les déterminants cliniques et non cliniques de l'accord, de la rentrée effective en surveillance active, de la sortie volontaire, on l'a évoqué, certains patients demandent à bénéficier quand même d'un traitement au bout d'un moment, et plus généralement de l'incidence des cancers de prostate. Donc il peut y avoir encore une fois des inégalités à mesurer, soit sur la participation au dépistage, parce que peut-être les patients les plus favorisés vont participer un peu plus, ce qu'on retrouve dans tous les dépistages, peut-être sur les modalités de suivi particuliers ou de la surveillance active où on peut trouver des inégalités également. Il va falloir mettre en place des stratégies pour s'assurer que tout le monde soit dans les conditions optimales de choix. Alors ça pose la question de comment faut-il informer en vue d'une décision partagée. C'est une question vraiment importante dans le domaine du dépistage du cancer de la prostate. On a des études qui ont démontré l'intérêt des supports d'aide à la décision pour le dépistage des cancers. On sait que ces supports d'aide à la décision améliorent la congruence entre les valeurs et les choix des patients, augmentent leur connaissance, augmentent la juste perception du risque, diminuent le conflit décisionnel. En revanche, ces études ont montré que concernant le regret décisionnel en cas d'effet indésirable, ces supports d'aide à la décision n'avaient pas montré de différence entre les patients qu'ils avaient reçus ou pas. Donc on sait que ces supports aident à une décision éclairée de la part du patient. Donc, comment adapter, comment transposer ces éléments pour une décision partagée dans le dépistage du cancer de prostate?
dans une situation qui est encore marquée par de l'incertitude. On en parle beaucoup aujourd'hui. C'est aussi pour ça que c'est le moment de faire un programme de recherche pour améliorer les connaissances et faire au mieux avec les limites, ou en tout cas les éléments qui nous manquent. Parfois de controverses, il y a encore des controverses un peu entre spécialités, ça existe encore. Avec un choix qui peut être en plusieurs étapes, encore une fois, il va y avoir plusieurs choix successifs ou éventuellement un choix qui va embarquer les autres derrière. Donc c'est important de l'avoir en tête. Comment optimiser l'information et comment évaluer son efficacité. Donc, il pourra y avoir un travail sur le contenu, sur la diffusion, et il est important de garder à l'esprit le critère d'évaluation d'une décision partagée qui n'est pas la participation, ça n'est pas de faire le test, c'est de prendre une décision en accord avec ses valeurs et en ayant les connaissances nécessaires à une décision éclairée. C'est ça qui doit être notre critère pour évaluer que l'information a atteint son objectif. Comment adapter l'information au patient? Je vais passer la parole à Vanessa. Vanessa Laguette, pardon, merci. Qui prend la suite sur cette partie de la présentation. Bonjour, donc Vanessa Laguette, chercheure au Centre de recherche en psychologie de l'Université d'Amiens. Donc je remercie les organisateurs pour cette invitation et pour faire partie du COPIL également. Donc effectivement, comment adapter l'information aux patients et surtout quel enjeu derrière il y a dans la recherche d'information, la compréhension de cette information et peut-être éventuellement l'intention de dépistage pour les personnes concernées par un cancer de la prostate. Donc, on sait que dans cette recherche et de compréhension de l'information qui va possiblement influencer cette intention de dépistage, il y a énormément d'antécédents. Antécédents, bien sûr, collectifs, individuels, sociétals, vis-à-vis des personnes concernées. Donc, des antécédents environnementaux, sociodémographiques, psychosociaux et biomédicaux, bien évidemment. D'un point de vue des antécédents environnementaux, on sait que les personnes, selon qu'elles soient insérées ou pas dans un réseau social, qu'elles aient un soutien social, qu'elles sont plus ou moins isolées ou pas, vont avoir des impacts sur l'information qu'elles ont et les normes sociales auxquelles elles peuvent être influencées dans les choix, notamment des comportements de santé. Les personnes, par exemple, qui sont plus ou très isolées vont avoir moins d'accès aux informations, de fait de leur isolement. Des normes, elles n'auront moins accès aussi aux normes comportementales liées aux accès aux soins et au dépistage et au comportement de santé. Et donc, ce sont des populations qui ne vont pas forcément voir de fait l'intérêt des éléments en termes de comportement de santé bénéfiques ou pas. Donc, les réseaux sociaux aussi, de façon large, donc famille, entourage, proches ou pas, et puis les réseaux aussi numériques et informatiques, ont un impact sur les choix, les prises de décision des personnes concernées dans leur comportement de santé. Et de fait, ces réseaux aussi, on sait qu'ils ont parfois, souvent, plus de valeur que les institutions médicales. Si j'ai confiance, si mon entourage social, familial est crédible et a une importance pour moi, s'il a des bons comportements de santé ou s'il refuse au contraire certains éléments, vont avoir plus d'impact que les institutions médicales et les messages de prévention notamment. On sait aussi que les événements de vie ont une importance capitale dans les comportements de santé. Par exemple, si on est face à un décès ou une perte d'emploi ou des situations familiales qui vont changer, bien sûr, la priorité vis-à-vis de ces comportements de santé vont être un petit peu modulée. Et donc, certaines intentions de dépistage ou de comportement de prévention vont être un petit peu mis au second rang vis-à-vis de ces événements de vie-là. On sait aussi qu'il y a une place importante des risques professionnels et des risques environnementaux vis-à-vis de certains cancers. Et donc, il y a certaines populations qui vont être plus ou moins à risque aussi. La difficulté des risques professionnels, c'est que pour certaines personnes, c'est banalisé. On sait qu'il y a un risque, on sait qu'on travaille dans ce secteur-là, et donc, ce n'est pas forcément la peine d'entamer des démarches de prévention et d'intention, notamment de dépistage, parce qu'on sait qu'il y a ce risque-là. Et donc, la balance entre mon emploi qui est important et le risque que je prends, et de fait, savoir et qu'est-ce que ça va impacter finalement d'avoir un diagnostic positif de cancer sur ma situation professionnelle
Du coup, cette balance-là, elle se fait et voilà. Donc, certains risques sont un peu banalisés pour certaines personnes, notamment d'un point de vue professionnel ou environnementaux, tels qu'on connaît les pesticides, certains aussi, voilà, enfin, toutes ces questions-là qu'on connaît. Les questions socio-démographiques aussi sont importantes. On en a parlé un petit peu plusieurs fois aujourd'hui. Donc, les inégalités sociales et territoriales ont une importance majeure dans le contexte des intentions de dépistage ou du moins de comportement de santé. Les publics plus éloignés, ce qu'on appelle aussi parfois les publics un petit peu invisibles de nos campagnes de prévention ou un petit peu éloignés de notre système de soins, d'un point de vue territorial certes, mais aussi psychologique et social. Les personnes dont on parlait tout à l'heure qui sont plus ou moins précarisés, qui n'ont pas forcément accès aux informations et surtout pour qui les intentions de dépistage comportemental vont passer au second plan, notamment par des coûts aussi financiers, directs ou indirects, c'est-à-dire prendre des rendez-vous médicaux, avoir des soins divers et variés, plus ou moins éloignés, va avoir un impact tout simplement sur mes droits en termes d'absence au travail. Et voilà, donc des choses très pratiques qu'il faut prendre en compte aussi, bien évidemment, dans ces inégalités-là. Donc, les caractéristiques socio-économiques aussi, rapport à la santé, c'est ça aussi que je disais tout à l'heure, c'est que tout simplement, la santé et notamment des perspectives un petit peu lointaines comme le rappelle le dépistage, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas possiblement pour quelque chose d'immédiat, mais quelque chose de futur, est fortement impacté aussi par qu'est-ce qui est important pour moi, est-ce que ces caractéristiques-là, les personnes qui sont plus ou moins précarisées ou éloignées, vont avoir un rapport à la santé qui est totalement différent, notamment aussi dans la connaissance du système de soins. Les personnes qui ne sont pas forcément habituées à notre système à nous, qui est quand même assez complexe, notamment, voilà, se sentent un petit peu éloignées, isolées de ces systèmes-là qui, pour certaines personnes, semblent un petit peu non inclusifs et non adaptés. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément aussi d'activités de dépistage, notamment mobiles, qui vont vers les gens et on n'attend plus à ce que les gens viennent dans nos systèmes de soins. On en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, l'analyse du contexte culturel est aussi important, notamment parce qu'on voit qu'il y a certains de populations qui sont plus à risque, comme les DOM par rapport à certains pesticides, et puis aussi certaines origines culturelles qui sont plus à risque aussi vis-à-vis du cancer de la prostate. Dans l'information que je vais aller chercher vis-à-vis du dépistage et des différents cancers, et donc l'intention de dépistage ou pas, il y a énormément de facteurs collectifs et aussi individuels. Bien sûr, selon ma santé psychologique et mon vécu émotionnel vis-à-vis de la santé, du cancer et des comportements de santé, ça va jouer énormément d'impact là-dessus, c'est-à-dire que si je suis plus ou moins anxieux, si la santé pour moi est quelque chose d'important ou pas important d'ailleurs, va jouer sur l'information que je vais recevoir et mes intentions de dépistage. On sait aussi que la perception du risque, c'est quelque chose de très personnel. C'est pas forcément des critères très biologiques, c'est-à-dire génétiques, familiales ou autres. C'est est-ce que j'ai l'impression d'être plus à risque que quelqu'un d'autre. On le sait aussi qu'il y a aussi des facteurs d'optimisme comparatif qui montrent que de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas à moi. Moi, de toute façon, je peux fumer autant que je veux, je n'aurai pas de cancer. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait tous au quotidien. La question aussi de l'auto-efficacité, est-ce que je me sens apte à gérer les conséquences d'une décision possiblement négative ou pas. Donc, les personnes qui se sentent potentiellement un petit peu fragiles suite aux potentielles mauvaises nouvelles qu'on va recevoir vont peut-être éviter d'avoir un diagnostic et d'avoir des comportements préventifs. On sait aussi qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles d'ailleurs. Donc, les stratégies d'adaptation, il y a des personnes qui vont être davantage dans l'évitement, le déni, la fuite des mauvaises nouvelles. D'autres, au contraire, qui vont avoir des stratégies d'adaptation qu'on appelle actives et qui vont aller rechercher de l'information, systématiquement faire tous les bilans qu'on demande de faire. Et d'autres, au contraire, qui vont être un peu plus dans la fuite. On sait aussi que le rapport au temps a une importance dans les comportements de santé, mais aussi des intentions de dépistage. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même rapport au temps.
notamment selon notre groupe social aussi. On le voit par exemple que les publics plus ou moins plus précaires ont des rapports au temps très limités, qui se limitent au présent ou au passé négatif, mais qui ont une difficulté d'anticiper le futur. Pour le futur, pour eux, il est anxiogène déjà. Et puis, qu'est-ce que sera demain? C'est déjà une bonne chose. Donc, cette capacité à anticiper le futur, ce sont aussi des dispositions psychologiques qui sont demandées dans des intentions de dépistage. Me faire dépister, c'est possiblement envisager 10, 15, 20 ans plus tard et pas forcément que le lendemain. Donc, les personnes qui valorisent le futur, qui ont une capacité à anticiper ce futur, vont avoir des comportements préventifs beaucoup plus importants que des personnes qui vont être soit dans un passé hédoniste, c'est-à-dire que je préfère pas savoir, je profite de la vie et je fais, voilà, je vis au jour le jour, ou alors les personnes aussi très fatalistes, quoi que je fasse, de toute façon, ça arrivera, pourquoi faire quelque chose, parce que de toute façon, je ne pourrai pas y échapper. Donc là aussi, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de notre présent, de notre futur et de notre passé. L'intolérance à la certitude, on en a parlé aussi. On n'est pas tous égaux vis-à-vis de comment je vais gérer finalement la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir recours à des dépistages, ne serait-ce que pour réduire leur incertitude. Et du coup, après, qu'est-ce que je ferai une fois que je le sais? D'autres, au contraire, savent qu'ils ne peuvent pas gérer ce temps de dépistage qui parfois peut être un peu long entre plusieurs examens ou autres, et du coup vont éviter tout simplement d'avoir des comportements de santé. Les représentations aussi cognitives et émotionnelles vis-à-vis de la santé, du cancer, mais aussi des dépistages. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quel impact ça a finalement? Voilà. Les représentations émotionnelles vis-à-vis du cancer, on les connaît. Et donc, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça non plus. Et le cancer peut faire peur. Et certains, du coup, préfèrent ne pas savoir. Voilà. La littératie, on sait qu'elle est hyper importante dans ce que je vais comprendre de l'information. On n'est pas tous égaux là-dessus non plus. Il y a des personnes qui sont en mesure de comprendre les informations, de comprendre les recommandations médicales, et d'autres, au contraire, qui, du coup, ne les comprennent pas fortement et voire peut-être ont des informations erronées vis-à-vis des recommandations, et vont peut-être aussi, ceux qui ont une littératie un petit peu faible, plutôt aller vers des messages rapides et efficaces qu'on peut retrouver notamment dans les mauvaises informations qu'on peut retrouver autour du dépistage et des recommandations. Donc aussi, ce qui est important d'un point de vue psychosocial sont les rapports à la santé, de point de vue général, pas simplement du dépistage et pas simplement du cancer, mais tout simplement comment je perçois ma santé. Est-ce que c'est important pour moi ou pas? Pour nous tous, c'est important, mais pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas. Et du coup, quelle importance aussi je donne au système de soins? Est-ce que j'ai confiance dans mon système de soins? Est-ce que j'ai confiance aux soignants? Ça, c'est une vraie question parce que quand même, on est dans une ère, et on l'a vu, Covid, tout ça, voilà, la méfiance qui a fait ressurgir aussi pas mal d'éléments vis-à-vis des suspicions qu'il y a dans les systèmes de soins et à quoi ça sert et pourquoi. Et voilà. Donc là aussi, la population n'est pas égale vis-à-vis de ça. Et puis les questions de genre aussi, bien sûr, qui est à prendre en compte. Je parle des personnes de façon large parce que bien évidemment, on parle des hommes, mais aussi on parle de toutes les personnes qui sont concernées par des cancers de la prostate, quelle que soit leur identité de genre, bien évidemment. Voilà. Dans les déterminants importants de l'information, il y a aussi les antécédents biomédicaux. Quel est mon passé vis-à-vis de la santé, tout simplement? Est-ce que je suis habituée au système de soins? Est-ce que je n'y suis pas? On pourrait penser parfois que, par exemple, si on prend le cas des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, ce sont des personnes qui sont dans le système de soins depuis longtemps et donc, du coup, qui ont des recommandations, qui ont un suivi de très près, de fait, et donc qui se promènent très facilement dans nos systèmes de soins. Or, on pourrait penser aussi que certains, l'effet accumulatif des pathologies, avoir 1, 2, 3 pathologies depuis que je suis petite, depuis que j'ai 5 ans, et encore une fois, il faut que je gère un dépistage de cancer. Là, pour le coup, pour certains, ça fait un petit peu trop. Donc, l'effet accumulatif est hyper important aussi dans mon intention ou pas de gérer, voilà. Et puis, les antécédents médicaux, d'un point de vue familial aussi, si autour de moi, j'ai 4 personnes qui ont plus ou moins bien géré un cancer ou pas, ça va orienter mon choix de dépistage, de savoir ou de ne pas savoir. Ouais. Dans les vécus expérientiels de la santé aussi, ici, on est surtout dans l'idée de dire que la santé, la maladie, c'est surtout quelque chose de subjectif, que chaque personne a une approche différente de sa santé, de la maladie et de comment
quel comportement je peux avoir. Alors, bien évidemment, dans ce vécu expérientiel, il y a aussi l'entourage, le groupe dans lequel je suis, et puis toutes ces questions là. La question qu'on peut se poser, c'est oui, il faut rechercher de l'information. Qu'est-ce que je comprends de cette information vis-à-vis des intentions comportementales ou pas? Et quel impact ça va avoir sur ma décision? Ce qui est sûr aussi, on en a parlé un petit peu tout le long, c'est que tout ça n'est pas sans conséquence sur les personnes. Alors bien évidemment, comme je disais, il y a des déterminants qui vont impacter mon choix et mon intention de dépistage. Mais surtout, cette information que je reçois, cette intention de dépistage et le dépistage après, n'est pas sans impact sur la personne en tant que telle. Donc, bien sûr, il y a l'impact psychologique. Certains dépistages, l'attente, tout ça va générer de l'anxiété, de la dépression, des composantes émotionnelles qui vont plus ou moins montrer la suite. Elle génère aussi une intolérance à la certitude pour certains. Les délais sont longs, il faut faire la démarche, il faut y aller, et puis certains ne gèrent pas du tout ces délais et toutes ces questions-là. Le refus, la volonté de savoir aussi, il faut respecter le fait que les personnes, certaines ont besoin de savoir, ont besoin de prendre des dispositions, notamment quand il y a des responsabilités ou autres, ou l'idée de prendre en charge tout simplement sa santé, et puis d'autres qui refusent tout simplement de savoir ce qui leur attend, et puis voilà, tout à fait respectable. Comme on l'a vu tout à l'heure par l'étude, voilà, ce n'est pas sans impact sur la qualité de vie, quelle que soit aussi finalement la réponse au diagnostic, c'est-à-dire que ne serait-ce que d'attendre, de s'imaginer, de potentiellement se projeter avec un cancer ou pas, de commencer à organiser un petit peu, voilà, n'est pas sans conséquence sur la qualité de vie des personnes. Aussi, les diagnostics, même que je sois d'un stade 1, 2, 3, voilà, c'est pas forcément non plus sans conséquence sur les personnes. Quels bénéfices et risques je vais mettre en avant. Et puis, si le diagnostic est fait à un âge un petit peu avancé, qui est quand même 50, 55 ans, 60 ans, les personnes peuvent avoir aussi des effets sur leur qualité de vie d'un point de vue émotionnel, mais aussi comportemental, familial, entourage. Et, voilà. Donc finalement, après tout ça, l'objectif quand même aussi, c'est si on peut, c'est promouvoir davantage une décision éclairée, comme on l'a vu tout à l'heure. Cette décision éclairée, elle va prendre en compte bien évidemment les rôles des croyances et des représentations des personnes, c'est-à-dire, oui, il y a la réalité, il y a les recommandations, il y a les connaissances scientifiques et médicales, mais surtout derrière, il y a une personne qui a des représentations, des croyances vis-à-vis de qu'est-ce qu'un cancer, qu'est-ce qu'être malade, qu'est-ce qu'être pris en charge, qu'est-ce que la chimio, qu'est-ce que la radiothérapie, enfin toutes ces questions-là. Les personnes, elles ont des idées vis-à-vis de tout ça. Dans cette décision éclairée, il faut aussi prendre en compte la place et le rôle de la littératie en santé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut promouvoir finalement et améliorer la capacité de compréhension des personnes de ce qui se passe, de ce qui va se passer et de qu'est-ce qu'on doit faire, et du coup aussi redonner un petit peu une capacité d'agir aux personnes par ce niveau littératie qui peut être un petit peu amélioré de par nos recherches et nos études vis-à-vis des dépistages. Il ne faut pas négliger non plus dans les questions d'intention de dépistage le rôle des équipes soignantes et surtout de la relation soignant-soigné, comme on l'a vu, qui est très importante, notamment dans la confiance que je vais avoir dans l'équipe médicale, et puis les relations que je vais entretenir qui va plus ou moins orienter ou pas ma décision partagée. En tout cas, il faut qu'il y ait cette confiance-là à minima. Voilà. L'objectif aussi serait de comprendre davantage et de mettre en œuvre possiblement des préventions plus ciblées. On l'a vu, il y a des différences culturelles, il y a des différences socio-économiques, il y a énormément de différences qui sont présentes. Et donc, les questions de sensibilisation, de prévention, certaines personnes se sentent quand même fortement exclues de nos messages de prévention qui sont faits, voilà, et que du coup, elles ne se sentent pas forcément ciblées dans les messages qui sont faits. Donc, des différences culturelles, et puis aussi tout simplement, pour certaines personnes, c'est la barrière de la langue. C'est-à-dire que nos messages, ils sont faits dans notre langue à nous, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à notre langue et qui ne peuvent pas forcément comprendre. Voilà. Donc, dans ces questions de décision éclairée, il y a bien sûr aussi l'importance des pairs et des citoyens qui vont entrer en compte dans les intentions de dépistage et surtout dans nos programmes de recherche à nous, qui
en incluant les personnes concernées, les recherches participatives, les recherches communautaires, vont être au plus près des attentes des personnes, de ce dont elles ont besoin, de ce qu'elles peuvent accepter, pas accepter, mettre en place, pas mettre en place. Donc les rôles de communauté hyper importants, notamment des citoyens qui peuvent, à côté de nous, mettre en place et proposer des programmes de recherche, mais aussi le rôle des acteurs communautaires, les associatifs, toutes les personnes qui sont concernées, qui ont des connaissances et qui peuvent, bien sûr, améliorer les intentions de dépistage et surtout les décisions éclairées vis-à-vis de dépistage. Tout ça dans une perspective, bien sûr, d'expérience des patients, des individus, dans une vision très singulière et puis humaniste, finalement, du dépistage qui comprend avant toute chose une personne qui va prendre des décisions et qui aura un impact sur sa santé et sur tout l'ensemble de sa vie. Je vous remercie.